Bonsoir, ça se gâte au Rwanda où un accrochage a opposé l'armée française au FPR. Un soldat français a été blessé. Ça se gâte entre la France et l'Espagne. Des marins pêcheurs espagnols ont agressé des chalutiers français à coups de boulons et de cocktails Molotov. Un bateau français a coulé, mais il n'y a pas eu de victimes. Ça se gâte en Italie, entre les magistrats anticorruption et Silvio Berlusconi, qui ne veut pas revenir sur sa volonté de limiter leur pouvoir. Et en Algérie, où 2 ambassadeurs arabes du Yémen et du sultanat d'Oman ont été enlevés près de la capitale. Dans un registre heureusement moins grave, nous vous parlerons de la rencontre explosive qui aura lieu là-haut, très haut, ce soir à 22 h, entre la planète Jupiter et une comète, de la défaite en double dans les quarts de finale de la Coupe Davis de la France contre la Suède, qui mène 2-1, mais aussi du très bon comportement des cyclistes français qui ont pris les 2e, 3e et 4e places au classement général du Tour. Commençons par cette bataille navale qui s'est produite la nuit dernière au large de l'Espagne, mais dans les eaux internationales, entre chalutiers espagnols et français. Ce sont les Espagnols qui ont attaqué, et c'est l'incident le plus grave depuis le début de cette guerre du thon entre les deux pays. Antoine Cormery. C'est à 700 km de l'île-Dieu que l'accrochage s'est produit. Les affrontements ont été si violents avec les pêcheurs basques que le chalutier La Gabrielle est actuellement en train de sombrer. L'équipage de ce thonier a été secouru par la Marine nationale. Nous avons pu joindre son armateur encore sous le choc. Cette nuit et ce matin de bonne heure, les Espagnols ont attaqué les engins de pêche des navires de pêche de l'île-Dieu et de Bretagne. Et puis tout à l'heure, en début d'après-midi, des navires de pêche espagnols ont éperonné des navires français. Il y a eu des actions de lancer de cocktails Molotov, enfin un état de guerre, ce que nous appelons un état de guerre. Il y a eu un navire breton qui a eu un début d'incendie, qui a réussi à le maîtriser. Un de mes bateaux a eu un début d'incendie. Et puis un autre navire, le Teddy, a eu une voie d'eau. Il a été prôné par un navire espagnol et le mien a été prôné. Il avait une voie d'eau de chaque côté. Est-ce que c'est la première fois que des incidents de cette nature se produisent? Les Espagnols ont toujours été agressifs chez eux, en mer. Malheureusement, c'est toujours la loi du plus fort. Ils ne respectent jamais les règlements d'abordage maritime. Et venir à des agressions de ce genre, cela ne s'était jamais vu. La précédente attaque date du mois d'avril. Les Espagnols, cette fois, s'en étaient pris aux bateaux pêchant l'anchois. À chaque fois, ce sont les méthodes de pêche et la taille des filets qui sont en cause. Pour les Espagnols, les Français ne respectent pas les dimensions imposées par Bruxelles. Ce soir, la plupart des 11 bateaux français attaqués ont quitté leur zone de pêche. Le secrétaire d'État espagnol, chargé du dossier, a lancé un appel au calme. Et Jean Puech a réagi ce soir très vivement. Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche qui se trouve en Allemagne, qui devrait arriver à Paris d'une minute à l'autre, demande à Madrid de faire cesser ces agressions, je le cite, inadmissibles et injustifiables. Nous écouterons peut-être en direct ou en enregistré la réaction tout à l'heure du ministre. Allons maintenant au Rwanda, où des éléments du Front patriotique ont tiré sur une patrouille française au centre du pays. Un soldat français a été légèrement blessé, mais le colonel français Didier Bolelli assure qu'il s'agit d'une méprise. Je vous propose de rejoindre en direct du Rwanda l'un de nos envoyés spéciaux, Laurent Boussier. Alors Laurent, que s'est-il passé ? Écoutez, comme vous le disiez, en début d'après-midi, vers 15 h, il y a eu donc un accrochage entre une patrouille française qui circulait à la limite de la zone de sécurité dans la région du col de Ndaba et des éléments du FPR, le Front patriotique rwandais, et donc un soldat français a été blessé au cours de cet accrochage. Est-ce que c'est la première fois, Laurent, qu'un accrochage oppose les éléments du Front patriotique aux soldats français ? Non, ça n'est pas la première fois qu'il y a un accrochage entre éléments français et le Front patriotique, mais c'est la première fois qu'un soldat français est blessé. Et ce qui est intéressant ce soir, c'est de voir que les responsables de l'opération turquoise tentent à minimiser cet incident. On parle de méprise et l'accrochage n'aurait duré que quelques secondes. En fait, il semble que ce soit un tout petit peu différent, que l'accrochage ait été un tout petit peu sérieux et que les Français aient répliqué de manière assez violente. Cela dit, il est vrai aussi qu'immédiatement après l'accrochage, il y a eu un contact physique entre le responsable de la patrouille française et le responsable des éléments du FPR, disons pour clore cet incident. Alors ça veut dire que la volonté d'apaisement exprimée par les officiers français, vous la percevez aussi du côté du Front patriotique ? Oui, j'ai peu d'éléments sur le Front patriotique actuellement, mais c'est vrai que de toute façon, en ce moment, ni les Français ni le Front patriotique n'ont intérêt à ce que ça dégénère. Il faut savoir quand même qu'en ce moment, la catastrophe humanitaire annoncée est en train d'arriver, que parmi le flot de réfugiés qui submergent les routes du Rwanda et le Zaïre, il y a des éléments, des soldats de l'ancienne armée rwandaise avec leurs armes, ce qui crée des incidents, ce qui crée des tensions. Et puis le FPR avance
de plus en plus rapidement. Ils s'approchent en ce moment de la frontière avec le Zaïre. Et dans ces zones où il n'y a plus ni foi ni loi, vous imaginez les zones de pillage et tout ce qui s'ensuit. En un mot, Laurent, ce sera ma dernière question, est-ce que cet accrochage risque de remettre en question la volonté de retrait des soldats français dont François Léotard avait parlé ici même? Écoutez, j'en ai discuté avec des officiers français. Pour l'instant, leur mission n'est absolument pas remise en cause et leur départ non plus. Merci Laurent pour toutes ces précisions en direct du Rwanda. Vous entendre, on le comprend bien, l'armée française veut s'en tenir à sa stricte mission, d'abord humanitaire. Elle a tenu à le montrer en organisant l'évacuation au Zaïre de 150 orphelins rwandais. On va le voir avec le reportage précisément de Laurent Boussier et d'Alain Saint. Ils ont passé 4 jours là à attendre que quelqu'un s'occupe d'eux. 200 enfants, des orphelins, qui ont fui la ville de Rwenzori quand elle est passée aux mains du FPR. Fatigués, bloqués à quelques kilomètres de la frontière zaïroise, ils attendaient un coup de pouce du destin. Un destin qui a pris la forme de l'armée française. Ce matin, 4 camions sont venus les chercher. Chargement dans la joie et la bonne humeur. Pour eux, c'est la fin d'un cauchemar. Quelques couvertures, des sacs de riz, de maigres bagages, les militaires essaient de gérer la pagaille. Impatients, tous les enfants veulent partir dans le premier camion. Les soldats arrivent à embarquer tout le monde. Destination, la frontière zaïroise. Le fait éventuellement qu'il y ait des Tutsis dans notre groupe et qu'ils aient accueilli à l'orphelinat et caché des familles Tutsis depuis le mois de mai rendait le passage de la frontière un petit peu difficile. Et c'est pour ça que nous sommes très soulagés de pouvoir dans quelques minutes passer avec les forces françaises. 200 orphelins, une goutte d'eau dans la marée des réfugiés rwandais. Mais 200 enfants qui ce soir dormiront en sécurité hors de portée des machettes des miliciens. La France n'est plus tout à fait seule au Rwanda. La Grande-Bretagne enverra demain par avion des vivres et des médicaments. Et les Nations Unies ont commencé à organiser un pont aérien, mais tous ces efforts semblent bien tardifs et surtout insuffisants, tant le nombre de réfugiés augmente. Reportage de Patricia Coste et Philippe Jasselin. Épuisés, ils ne parlent plus, ils murmurent. Là, ils se sont installés dans un champ de lave, l'un des rares espaces vides à la sortie de Goma, mais ce n'est encore une fois qu'une étape. Par haut-parleur, les autorités zaïroises indiquent qu'il y a une distribution de nourriture plus haut. Il s'agit de les amener à 40 km de là, dans un endroit où il y a de l'eau, loin de la ville pour éviter les troubles. Ils n'y arriveront pas tous. Cette tente de MSF abrite un infirmier zaïrois, un seul, engagé hier, submergé. Faillite des organisations non gouvernementales. Non, je ne peux pas. Disons, j'ai commencé à 4h du matin, mais jusqu'à présent, j'ai consulté 80 patients. Mais vous voyez tout ce monde ici, quand même, on ne peut pas le terminer. Seul le CICR, déjà installé dans la région, est en place, avec un stock de 1000 tonnes de nourriture qu'il distribue au compte-gouttes. Pour l'instant, on peut dire que ces milliers de personnes se débrouillent seules. Pas encore d'eau, là où ils se sont arrêtés. Alors, quand la rumeur annonce l'arrivée d'un camion-citerne, aussi épuisé qu'il soit, ils courent. Et comme à leur habitude, sans cri, ils s'ordonneront en file derrière le camion, assurant leur propre service d'ordre. 3 jours qu'ils défilent ainsi en silence du Rwanda au Zaïre. Passant devant la base militaire française installée à l'aéroport, où devrait commencer demain un pont aérien. Ce soir encore, ils continuent à franchir la frontière par tous les points de passage possibles, fuyant l'avancée du FPR dont ils craignent la vengeance. Les militaires zaïrois, peu scrupuleux à leur égard, ont réussi toutefois à ce que cet énorme exode se déroule jusqu'à présent sans incident majeur. En Algérie, 2 diplomates arabes ont disparu hier. Il s'agit des ambassadeurs du Yémen et du Sultanat d'Oman. Les autorités ont retrouvé leur véhicule incendié à une trentaine de kilomètres de la capitale, dans une région considérée comme un fief islamiste. L'hypothèse de l'enlèvement est retenue.
bien qu'il n'y ait eu aucune revendication. En Italie, le ministre de l'Intérieur menace de démissionner si le Premier ministre ne revient pas sur sa volonté de limiter la durée de la détention préventive. Ce fameux décret imposé par Silvio Berlusconi, qui avait suscité la fureur des magistrats anticorruption, risque donc de provoquer une crise au sein même du gouvernement. Alain Chalvron. Ancien ministre de la Santé, accusé d'avoir volé 25 millions de francs, Francesco De Lorenzo sort de prison. Des dizaines de ses compagnons de détention, tous poursuivis pour corruption. Numéro 2 du Parti socialiste, ancien maire de Naples, industriels et encore bien d'autres sont ainsi libérés. À chaque fois, ils sont conspués par la foule. Le décret-loi limitant la détention préventive pour les hommes politiques est entré en application. Les portes s'ouvrent. Malgré les manifestations spontanées dans de nombreuses villes, malgré la démission du juge Di Pietro, le chef d'orchestre de Mani Pulite, malgré le soutien dont le juge bénéficie dans l'opinion publique, 69% des Italiens selon un sondage. Berlusconi tient bon. Je vous rappelle que ce décret a été longuement étudié en Conseil des ministres et adopté à l'unanimité. À l'unanimité, pas si sûr. Lorsqu'ils étaient dans l'opposition, la Ligue du Nord et le parti néofasciste MSI avaient promis le gibet aux corrompus. Aujourd'hui, l'un et l'autre, partenaires de Berlusconi, semblent se désolidariser du chef du gouvernement. Berlusconi, visiblement excédé, attaqué par la presse, paraît prendre le risque d'une crise gouvernementale. Aux dernières élections européennes, il avait été plébiscité par les Italiens. Mais cette affaire ne lui a-t-elle pas fait perdre sa crédibilité? Déjà, on l'accuse par ce décret-loi d'avoir voulu pour l'essentiel protéger ses amis, en particulier Bettino Craxi, l'ancien Premier ministre, le parrain de son fils, sous le coup d'une trentaine d'enquêtes judiciaires. À Paris, le secrétaire général adjoint du RPR monte d'un cran dans sa critique d'Édouard Balladur dans un entretien accordé au journal Le Monde. Jean-Louis Debré estime que l'emploi se dégrade, que la consommation des ménages stagne, que le pouvoir d'achat progresse très lentement et plaide à nouveau pour une candidature de Jacques Chirac à l'élection présidentielle. En Angleterre, Karen et Roger Humphries sont heureux, très heureux. Ils ont récupéré leur petit bébé qui avait été enlevé il y a 2 semaines en pleine maternité et qui n'était âgé au moment du rapt que de 4 heures. Michel Fine. Ils sont heureux, ils le disent simplement avec le sourire. 15 jours après l'enlèvement, Roger et Karen Humphries ont enfin retrouvé saine et sauve leur petit Aiby. La police a découvert le bébé endormi cette nuit dans cette maison de Nottingham, à quelques kilomètres à peine de l'hôpital où Aiby avait été enlevé 4 heures après sa naissance par une inconnue déguisée en infirmière. Une voisine de la maison avait aperçu la semaine dernière le bébé dans le jardin. Mercredi dernier, ils étaient dans le jardin. Je me souviens que c'était une belle journée. On a juste pensé que le bébé venait de naître et qu'ils étaient tous en train de fêter ça. L'homme et les 2 femmes qui se trouvaient dans la maison au moment de l'interpellation sont toujours entendus par la police. C'est grâce au témoignage d'une dame qui a tenu à garder l'anonymat que les enquêteurs ont enfin pu retrouver la trace de Baby Aiby et de ses ravisseurs. Va-t-on entendre le Big Bang? Y aura-t-il des conséquences pour notre bonne vieille Terre? Et si ça nous arrivait? Question légitime à 1h30 de la rencontre cosmique entre la comète Schumacher-Levy et la planète Jupiter. La première va s'écraser sur l'autre. Patrick Redslob est tout émoustillé. Dernier préparatif avant le grand événement du siècle, les amateurs aussi pourront observer ce que les astronomes professionnels attendent avec impatience depuis 2 ans. Le premier impact de la comète Shoemaker-Levy 9 avec Jupiter. Mais bidouilleurs, attention, il faut au moins un télescope de 250 mm de lentille frontale, sinon rien. C'est d'Afrique du Sud, à l'observatoire de Sutherland, que le bombardement sera le plus visible. On y verra le plus grand nombre d'impacts. Dernière mise au point, Jupiter et la comète sont dans la ligne de mire. C'est bien sûr le télescope Hubble et la sonde Galileo qui auront les meilleures images. À Nançay, en Sologne, la station radioastronomique, on est à l'écoute de Jupiter depuis 2 mois. Les chocs seront probablement très faibles. On a demandé le silence radio dans les environs. Tout est enregistré sur les graphiques. Les explosions provoqueront des ondes dans les gaz de Jupiter semblables à des ronds qui se propagent dans l'eau après y avoir jeté un caillou. Mais après 20 explosions,
la planète risque de se déformer physiquement et changer de nature chimique. Une telle situation est-elle possible sur Terre? Et si une comète de 4 km percutait notre planète? Elle s'est déjà produite dans le passé. Nous avons eu des collisions Terre-comète et cela se produira très certainement dans l'avenir encore. Qu'arriverait-il alors? Pour vous donner une idée, cette onde de choc se ressentirait. Prenons la France comme exemple. Cette onde de choc pourrait faire des destructions sur à peu près le tiers à la moitié de la France et se ressentirait dans toute l'Europe et créerait même des raz-de-marée sur l'Atlantique et la Méditerranée. Donc beaucoup de morts? Malheureusement, oui. Pour l'instant, pas de panique, la comète tombe à 700 millions de kilomètres de chez nous. Le spectacle est dans l'œilleton de la lunette. Les Français Virenque, Las Cuevas et Leblanc ne gagneront peut-être pas le tour que l'Espagnol Indurain continue de dominer, mais ils confirment d'une belle manière la santé retrouvée du cyclisme français. Ils ont pris la 2e, 3e et 4e place au classement général. Le Suisse Rominger a en effet abandonné au cours de l'étape du jour, remportée par le Danois Bjarne Riis. Il était une fois dans l'Ouest un nouveau western, moderne. Un des deux shérifs du peloton va tomber. Au kilomètre 158, Rominger, dit le Suisse, est terrassé par la canicule, 37 degrés. Rominger, vidé de ses forces, abandonne sa position de dauphin. Instant volé. Sous la mitraille des photographes, c'est une des plus belles gâchettes du Tour qui tombe au champ d'honneur. Luc Leblanc, un caïd sur le retour, 5e au général, a lui lourdement chuté. Une plaie au genou des ecchymoses, mais le Limougeot est un tatoué, un vrai, et il poursuit son chemin, accompagné de ses lieutenants. Devant, à 60 km de l'arrivée, il y a 7 mercenaires. En point de mire, la prime d'étape, 80 000 francs. Il y en a un plus mariole que les autres. C'est lui qui gicle ici. Il vient du froid, il est costaud, il est danois, 7e au général. Björn Risch, rien que son nom fait peur. C'est un vieux renard, vainqueur l'an dernier à Chalon-sur-Saône, vainqueur cette année d'une étape du Tour d'Italie. C'est le plus francophone des Danois qui empoche la prime. Ultime sprint du peloton en rafale. 2e et 3e place pour deux Lucky Luke du Grand Braquet, Svorada et Abdou Japarov. Au général, avec l'abandon de Rominger, c'est Virenque qui passe 2e, 3e Armand de Las Cuevas, 4e Luc Leblanc. Oui, Luc Leblanc. En revanche, en tennis, dans les quarts de finale de la Coupe Davis, les Français souffrent. Ils ont perdu le double cet après-midi contre les Suédois, qui mènent par 2 points à 1. Ils sont donc contraints de gagner les 2 matchs en simple demain, sinon c'est fini. François Brabant, Alain Poirier. Première surprise, les acteurs présents n'étaient pas tout à fait ceux prévus. On attendait Butch sur le court, il est resté dans les tribunes. Sa pubalgie s'est réveillée, mauvaise surprise. Deuxième surprise, ces Suédois inconnus gagnent, et pas seulement à être connus. Toute la panoplie du double parfait rassemblée en un seul jeu. Un retour dans les pieds pour commencer. Suivi d'un lob au millimètre. Suivi d'un retour gagnant. Et un petit cadeau français pour finir, 6-1 pour Appel et Björkman dans le premier set. Les Français ne les reverront plus. Il y aura bien ça et là quelques coups d'éclat français, surtout grâce à Jean-Philippe Florian. Les deux joueurs français joueront parfois très bien, mais rarement ensemble. D'un côté deux bons joueurs, de l'autre une équipe. L'équipe a battu les deux bons joueurs en 3-7, ça fait 2-1 pour la Suède et les ennuis ne font que commencer. Arnaud Butch n'était pas en état de jouer. Je pense pas. Le sera-t-il demain? Je peux pas vous dire, on va faire un test là tout à l'heure, voir comment il est actuellement. Bon, il voit avec le docteur quoi, comment ça va, Mais au programme de demain, il y aura d'abord Kjolin Edberg. Le problème Butch pourrait bien se résoudre tout seul. 2 autres nouvelles sportives. L'une s'est déjà produite, c'est l'abandon de Loïc Perron dans sa tentative de battre le record de la traversée de l'Atlantique en solitaire. Le vent l'a délaissé. L'autre va se produire, les autres. Ce soir, match pour la 3e place de la Coupe du Monde de football entre la Bulgarie et la Suède. Et demain, la finale des finales entre 2 pays qui la méritent, le Brésil et l'Italie. Entre 2 hommes qui la méritent, Romario et Baggio, qui jouera. Et cette finale, c'est France 2 qui nous la fera vivre en direct demain soir, grâce bien sûr à Roustan et Cantona. Je vous propose pour nous rafraîchir d'aller sur l'eau avec 2 reportages. Le premier est d'Olivier Sioux et Patrick Deschmecker qui aiment les bateaux. Ils sont donc allés voir comme des millions d'amateurs, je dis des millions, l'Armada de la Liberté à Rouen. Ils se sont intéressés, eux, ils doivent avoir des tentations guerrières, à la réplique du dernier bateau corsaire.
Une salve d'honneur pour saluer les navires qui vont bientôt hisser les voiles. Comme il y a 200 ans, tradition respectée ce matin dans le port de Rouen. Mais celui qui s'apprête à appareiller n'est pas n'importe quel bateau. Le Renard est la réplique exacte du dernier navire de Surcouf, le célèbre corsaire Malouin. Corsaire et non pirate. Attention à ne pas confondre. Son arrière-petit-neveu, plus vrai que nature, tient à bien marquer la différence. Bon, un corsaire, c'est quoi? C'est un militaire en civil autorisé à faire la guerre. Tandis qu'un pirate, c'est un bandit de grand chemin. Et puis la différence essentielle, c'était la fin. Lorsqu'un corsaire était fait prisonnier, il était mis en prison sur un ponton où c'était peut-être pas très drôle, remarquez, mais enfin, au moins il avait la vie sauve. Tandis que le pirate, il était pendu au bout d'une vergue. Et alors, c'était beaucoup plus difficile. Il a fallu des années d'obstination à une poignée de passionnés, tous originaires de Saint-Malo, pour mettre à l'eau ce renard-là. Pas question pour autant de retomber dans la flibuste. Aujourd'hui, le Renard sillonne pacifiquement les mers, emmenant chaque fois en croisière une douzaine de passagers. Pour l'équipage, ce navire corsaire n'a en tout cas rien d'une galère, ni d'un petit navire. Petit navire. Il nous a traité de petit navire. 80 tonnes. Combien elle pèse ta voiture? Alors? Non, c'est un très gros navire. Bon. C'est un plus petit navire que cela, mais le problème c'est que nous, la différence, on a des canons. Ah, 14 canons à bord, une femme dans chaque port, quel rêve plus agréable pour un corsaire des temps modernes. Je vous annonçais au début du journal un incident grave qui s'est produit au large des côtes de Galice, mais dans les eaux internationales, entre chalutiers espagnols et français. Les Espagnols ont attaqué. Je vous avais promis la présence dans notre journal du ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Jean Puech. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Vous venez d'arriver d'Allemagne, donc on voit l'avion derrière vous, vous êtes à l'aéroport. Est-ce que vous avez les dernières précisions sur ce qui s'est passé? Vous êtes sans doute mieux informé que nous. Eh bien, l'agression des pêcheurs de thon français par les pêcheurs espagnols est tout à fait, je dirais, inqualifiable, injustifiable, intolérable. Car, en effet, nous sommes dans une communauté européenne avec des États de droit. Et nos pêcheurs respectent la réglementation européenne, respectent les recommandations, y compris des Nations Unies. Ce qui fait que nos pêcheurs peuvent et doivent pêcher tranquillement dans ces eaux-là. Monsieur le ministre, vous nous confirmez qu'un chalutier français a été coulé? Le chalutier, plus précisément le navire Gabriel. Le Gabriella a été effectivement incendié, pillé, est en sévère difficulté à l'heure actuelle. Donc nous avons notifié immédiatement monsieur l'ambassadeur d'Espagne en France combien ces actes étaient inqualifiables. J'ai eu directement mon collègue espagnol pour lui dire qu'il fallait impérativement que tout cela cesse. Il est clair qu'il y a des pêcheurs espagnols qui veulent interdire l'accès à ces zones de pêche à nos pêcheurs. Cette situation est inacceptable. Et donc pardon Jean Puech, mais vous avez la certitude qu'il n'y a pas d'entorse aux droits européens, notamment de la pêche, de la part des Français? Il est clair que nous respectons, et nous respectons la législation avec toutes ses contraintes. Ça, c'est indiscutable. Et nous avons une surveillance qui fait que nous pouvons offrir absolument toutes les garanties. Ce qui fait que tout cela nous permet de dire qu'il faut que nos pêcheurs puissent continuer sur ces lieux et il faut que du côté espagnol, on retrouve le calme et la sérénité. Mais si le droit est respecté de la part des Français, pourquoi cette agressivité de la part des marins-pêcheurs espagnols? Eh bien, il y a une attitude qui est difficilement concevable. Et c'est pour cela que nous réagissons d'une façon très ferme auprès de l'ensemble des autorités, à la fois espagnoles et européennes, pour que l'on retrouve des conditions normales de pêche sur ces sites où nos pêcheurs peuvent accéder. Et je précise que ce n'est pas comme cela que nous arriverons à construire correctement l'Europe. Que vous a répondu votre collègue espagnol? Bien, il était un petit peu surpris de ce qui se passait, mais manifestement, il n'a pas, je dirais, encore usé de toute son autorité pour que revienne le calme. Et c'est ce à quoi je l'ai invité. La dernière question, monsieur le ministre, il y a déjà eu des incidents graves, il y en a eu donc la nuit dernière. Bon, si ça recommence, que fait la France? La France continuera à pêcher sur ces lieux avec la présence de la Marine nationale de façon à ce que le droit soit respecté. Merci beaucoup pour ces précisions donc, en direct de l'aéroport où vous venez de vous poser en provenance d'Allemagne. Merci monsieur Puech. Merci bien.
Je vous avais promis 2 reportages sur la mer. Ce qu'on vient d'entendre, c'était aussi la mer, mais l'actualité est grave. Donc le second reportage nous est envoyé par Pascal Doucet-Bon et Philippe Deslandes qui ont trouvé pour eux, mais aussi pour nous, la bonne idée. Ils se sont installés pour 15 jours dans une station balnéaire pour nous raconter chaque jour la chronique de Français en vacances, tranche de vie en quelque sorte sous le soleil. Et quelle station ont-ils choisi? La Tranche-sur-Mer. Dernier panorama des vacances, la maison est rangée, il faut rentrer. Les locations le samedi, c'est toujours une histoire de chassé-croisé nostalgique où il est bon de penser encore à ce qui est vraiment important. Tu mouilles les 2 torchons pour mettre sur les huîtres. D'accord. Vous pensez à tout, hein? Non, mon chèque, vous me le redonnez ou vous me le redonnez pas? Excusez-moi. Voilà. Sérieuse. Merci. Voilà. Okay. Merci. Et je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Le samedi à la Tranche, c'est aussi le bagne des agents immobiliers au rythme des fermetures de portes et des au revoir messieurs dames à l'année prochaine, bonjour chez vous, bon voyage, jusqu'à 50 fois par jour. On a des journées vraiment très chargées. On commence tôt le matin, on n'a pas d'interruption et on termine quand le dernier client est arrivé. Donc c'est pas évident. Le samedi à la Tranche, c'est enfin le paradis du repos après l'enfer de la route. La famille Richir a mis 12 heures pour venir de Belgique, 12 heures avant de découvrir la location de ses rêves. Il faut alors faire les derniers efforts pour être vraiment chez soi et enfin penser aux choses sérieuses. Mon épouse va essayer de passer son temps à la plage. En ce qui me concerne, avec les enfants, on va essayer de trouver un endroit pour aller à la pêche. Dernière directive avant 15 jours de bonheur. Surtout pas ronfler parce que je suis venue pour me reposer ici. Je ne veux pas de bruit et pas de ronflement. Ok? Ok. Bon, bah alors, bonnes vacances. Hein. Deuxième chronique demain dans le journal de 20h. Si vous aimez l'opéra, si vous n'avez pas la chance de pouvoir aller à Aix-en-Provence, eh bien suivez le guide. C'est Georges Bégou qui s'y trouve pour vous. La flûte enchantée dans un cadre enchanteur, la formule est un peu facile, mais elle est tellement vraie. Il faut dire que le charme d'Aix, sa lumière, la qualité de son architecture et puis la douceur de vivre ne sont pas négligeables dans l'engouement des mélomanes pour le festival de musique. C'est le 47e du nom cette année et Mozart est à l'affiche car il faut dire qu'ici, on voue depuis toujours un culte absolu à Mozart. Et sans plus attendre, je vais vous proposer de pousser la porte de l'archevêché qui se trouve derrière moi pour assister en compagnie de Daniel Lefebvre et Pascal Auger à la répétition générale que nous avons suivie. À la répétition générale, la tenue est décontractée. C'est essentiellement la soirée des Aixois. William Christie dirige en bras de chemise et l'on rencontre dans les travées le metteur en scène canadien Robert Carsen. On essaie de trouver de la magie dans l'être, dans l'âme de l'homme, dans l'âme de la musique et de laisser vivre tout ça d'une manière un peu alchimique. Alchimique, magique, maçonnique, telle est cette œuvre qui nous raconte l'initiation et les épreuves de 2 amoureux sur le chemin de la pureté, de la lumière. Mais en contrepoint du propos philosophique, plus terre à terre, l'oiseleur Papageno nous entraîne dans des mélodies populaires. L'héroïne Pamina, interprétée par Rosa Magnon, va recevoir, comme tous les personnages, la couronne de lumière. Pour bien montrer l'universalité de cet opéra, Robert Carsen met en scène au final une sorte de grande fête contemporaine de la fraternité.
Vous vous êtes peut-être étonné de ne pas avoir vu la Reine de la Nuit dans ce reportage. Eh bien, la Reine de la Nuit, la voici, c'est Nathalie Dessay. Nathalie Dessay, 29 ans, c'est l'étoile montante de l'art lyrique français. Et à quel moment avez-vous senti que pour vous, la grande carrière commençait? Au moment où j'ai fait Olympia à l'Opéra Bastille en 92, dans la mise en scène de Roman Polanski. Ça, c'était médiatique, tout le monde en a parlé. Voilà, tout le monde attendait la mise en scène de Polanski au tournant, donc il se trouvait que j'étais dans cette production et c'est vrai que ça a été le départ de ma carrière internationale. Et alors, la flûte, dites-moi quelques mots de cet air qui est bourré de difficultés. C'est vrai que c'est très difficile à chanter parce que c'est très technique et même pyrotechnique, mais c'est vrai aussi que dans cette production, le côté théâtral l'emporte et c'est ce qui rend extrêmement intéressant ce personnage pour une fois. On va l'entendre dans quelques secondes, mais je voudrais dire que il est rare qu'une Française soit engagée par le Metropolitan de New York. C'est le cas pour vous la saison prochaine. Oui, après Françoise Paulet, Nathalie Dessay. Voilà. Donc, nous écoutons maintenant l'air du troisième acte de La Reine de la Nuit, un extrait seulement. Directeur du festival, vous avez au moins deux raisons de vous réjouir. Hier, c'était la première, un triomphe. Et puis Antenne 2 va retransmettre en direct le 30 juillet prochain La Flûte enchantée. Oui, c'est vrai qu'une équipe, une direction est satisfaite quand elle voit à la fin d'un spectacle une ovation de bonheur qui remplit cette cour de l'archevêché. Ça a été vraiment un très très gros succès. Et là, nous sommes évidemment heureux. Et puis aussi, remercier Antenne 2 qui vraiment le 30, c'est un véritable événement qui n'était pas arrivé depuis longtemps à Aix, en direct, la retransmission du spectacle le 30 juillet. Ces deux événements, je pense, c'est deux raisons en effet d'être satisfait. Alors, il y a l'opéra, bien sûr. Cette année, un seul opéra au lieu de deux, manque de fonds. Est-ce qu'il y aura encore un festival l'année prochaine? Ah oui, vous savez, nous avons quand même du courage parce que, et nous n'en manquerons jamais, je crois, parce que cette institution a eu des passages, des vicissitudes et des difficultés, mais je suis sûr que l'année prochaine, nous allons revenir à une programmation plus ample, plus importante, et je souhaite que nous trouvions les moyens, et je pense que nous y arriverons, à avoir 2 et même peut-être 3 opéras. Alors, au-delà de l'opéra, il y a des concerts, bien entendu. Ce soir, par exemple. Une grande série de concerts. 7 concerts à la Cour de l'Archevêché. Ce soir, les Saisons de Haydn, avec une distribution, 3 solistes magnifiques, que ce soit Edith Vince, que ce soit Cornelis Hoffmann, et aussi Christophe Prégardien, dirigé par Armin Jordan, avec l'ensemble orchestral de Paris. On ne va pas tout dire, mais il y a une cantatrice célèbre, une grande dame, qui est Margaret Price, qui chantera lundi 18, et nous sommes allés la rencontrer dans sa villa. Elle a bien voulu nous recevoir en pleine répétition. Que Margaret Price, originaire du Pays de Galles, vient en vacances à Aix chaque année. Et cette année, infidèle à Mozart, dont elle est l'interprète idéale, elle a choisi de chanter Les Nuits d'été de Berlioz. Je suis le spectre d'une rose, et tu portais hier au bal. Tu me pries encore parler des plus
la gentillesse de nous recevoir un matin en pleine répétition. C'est quand même une performance, hein? Oui, j'aime bien travailler tôt le matin. Il m'est plus facile de me concentrer. Parfois, ma voix n'est pas toujours là. Mais aujourd'hui, nous avons eu de la chance. Cette chance, le public d'Aix la partagera lundi prochain avec l'Orchestre national de Paris sous la direction d'Armin Jordan. Voilà, je vous rappelle, Paul Amar, vous qui êtes amateur d'opéra, que le 30 juillet, nous retransmettons La Flûte enchantée. J'espère que vous serez devant votre poste, comme tous les Français. Et je vous dis au revoir, car ici, il fait très très beau, très très chaud. C'est vraiment une très belle soirée que nous allons vivre. Merci Georges, je vous rappelle aussi, mais c'est sans doute l'émotion, que nous ne sommes plus à Antenne 2, c'était il y a longtemps, hein, mais à France 2. Attention aux orages, ils seront parfois violents du sud-ouest au centre-est. Écoutez donc bien les prévisions météo d'Isabelle Martinet tout à l'heure. Ensuite, Patrice Laffont et Sandrine Dominguez vous distrairont avec Fort Boyard, puis Palace de Jean-Michel Ribes. Et les infos avec Antoine Cormery pour le dernier journal à 23h40. Bonne soirée sur France 2. À demain 13h, bonsoir.